On l'a vu en longueur de vidéo, pour que des artistes réussissent à avoir un succès continu sur la scène mainstream aussi longtemps, il faut parfois des stratégies, ça devient même Game of Thrones. Pire encore, quand vous êtes un groupe, il faut faire face à des problèmes d'ego, de rivalité, de jalousie au fur et à mesure que le succès augmente. Et pourtant, les Maroon 5, ils sont arrivés. Et ils ont même fait mieux parce qu'ils ont commencé à 4 et ils ont fini donc actuellement à 7. C'est l'un des groupes les plus successful de tous les temps. Leurs chiffres de streaming sont absolument dantesques. Ils ont enchaîné les collaborations avec plusieurs gros acteurs du R&B et du hip-hop au cours des 20 dernières années. Et ces mariages ont aussi donné des tubes. Mary J. Blige, Rihanna, Cardi B, Kendrick Lamar, SZA. Quoi? Vous attendez la suite? Bon, déjà, bonjour, c'est Stevie de Music Feeling. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à liker, à me suivre sur Instagram pour d'autres contenus. Et malgré tout ça, les Maroon 5 ne sont que très peu respectés sur la scène pop. When you're in a band and you're in a band for, almost 20 years like we've been, you have to challenge yourself and you have to change and you have to try to do different things. Dans le scandale récent autour de la vie privée d'Adam Levine et de ses présumées infidélités, on a vu beaucoup de gens jubiler, s'extasier même, fêtant, célébrant la chute d'Adam Levine, qui pour eux signifiait aussi mettre un terme au règne des Maroon 5, comme les critiques musicaux qui d'album en album les assomment de mauvaises notes. Si certains pouvaient leur mettre des notes négatives quand on voit les notes de leurs derniers albums, ils le feraient clairement. Est-ce que ces gens sont tout simplement ingrats et jaloux d'Adam Levine et de son succès, ou alors est-ce que la formation tout entière ne paie pas simplement la fin des Maroon 5, qui en réalité, malgré leurs immenses succès d'année en année, est arrivé il y a bien longtemps et que personne n'aurait pu imaginer lors de leur premier jour avec l'album Song About Jane. L'histoire retiendra qu'un jour, 4 jeunes hommes, Adam, Jesse, Mickey et Ryan, avaient un crush sur la même fille. Cette fille s'appelait Cara. Et comme ils n'arrivaient pas à la séduire et qu'ils étaient passionnés de musique, ils se sont réunis dans un garage et ils ont décidé de former un groupe de musique qui s'appelait Cara's Flowers. Oui, c'est comme le début d'un film d'horreur ou d'un lexique sur le harcèlement. Ils avaient tous un crush sur la même fille, Cara. Ils se sont réunis, ils ont fait un groupe de musique au nom de cette fille. Et en plus, ils ont sorti des albums de pop grunge au milieu des années 90 avec ce nom-là. Ils étaient encore tous au lycée, donc on peut se dire que c'est une erreur de jeunesse et leur pardonner, mais le projet qui avait sans doute été maudit par l'original Cara et qui était pas très intéressant musicalement, cette espèce de pop grunge va flopper, mais ils vont réussir à se renouveler justement. Et on se souvient que à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a énormément de groupes pop rock à la mode, notamment aux États-Unis. Good Charlotte, Green Day, Nickelback, Coldplay en Angleterre, pour ne citer que. C'est l'extrême mode des groupes pop rock un peu alternatifs, et c'est à ce moment qu'ils vont rencontrer James, qui deviendra le 5e membre, un guitariste, et qui vont donc former le fameux groupe Maroon 5, 5 pour 5 membres, et qui vont établir leur identité musicale qui va faire fureur avec leur premier album Song About Jane, lancé par le single Hard to Breathe. Et la chanson qui va être un immense succès mondial aussi, This Love. Le succès de ce disque va se tenir sur 2 grands axes. Bien sûr, Adam Levine a un timbre très particulier. En plus, c'est un ténor qui utilise beaucoup ses falsettos. Donc, quand vous l'entendez, normalement, vous êtes censé reconnaître sa voix. À cette époque, en tout cas, c'est ça qui va le différencier, premièrement, des autres groupes. L'autre chose, c'est qu'ils ont une identité musicale. Ce n'est pas simplement de la pop rock, comme tous les autres groupes de l'époque, qui étaient encore une fois très nombreux. Ce n'est pas du Kyo, ou alors pire, du Tokyo Hotel. Là, on est dans une pop rock saupoudré de pas mal d'influences, notamment de Blue Eye Soul. C'est-à-dire que quand vous écoutez ce premier album, vous allez voir qu'effectivement, ils sont dans une espèce de structure pop rock, mais toujours saupoudré d'influences de soul, de funk par-ci par-là. Et c'est exactement ça qui va leur valoir un immense succès critique en fait. C'est qu'ils vont avoir cette patte un peu soulisée sur leur univers pop rock, et qu'en plus, comme c'est un groupe, qu'est-ce qu'un groupe est censé faire? Ça, c'est très important, même si ça va vous paraître un peu banal. Ils sont censés composer leur
propre musique en fait. C'est pour ça qu'ils se réunissaient là dans le petit garage à faire des incantations sur Kara. Normalement, ils composaient des chansons sur elle eux-mêmes. Et c'est exactement ce qu'ils font sur ce premier album. Mickey et James sont les guitaristes. Adam est le leader vocal, Jesse est au piano et tout ce petit beau monde-là, notamment Adam et Jesse, écrivent les fameuses chansons. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit travail d'équipe et si vous vous rappelez de leur visuel, ils sont assez lisses. Des fois même, il y a des petites références aux Beatles, aux Rolling Stones, comme sur le single Sunday Morning. She Will Be Love est une des autres chansons très connues du projet. On peut aussi parler de Must Get Out. Et vous entendez normalement ces espèces d'influences de Blue Eye Soul, un peu de funk, comme embrigadé dans une sorte de tacos pop rock. C'est ça qui leur vaut le succès critique. C'est ça qu'ils défendent aussi sur scène parce que quand ils commencent leur concert, leur tournée, ils commencent par Nirvana et ils finissent par Stevie Wonder. Ils vont gagner le Grammy du meilleur nouvel artiste en 2005. Et si vous vous rappelez, c'est aussi à cette même période-là que les artistes urbains commencent à leur faire des clins d'œil qu'ils avouent aimer Maroon 5 et il n'y avait pas énormément de groupes pop rock hormis Coldplay qui était encore une institution à part qu'on voyait revendiquer par les artistes R&B ou hip-hop en fait. Adam Levine est appelé par Kanye West sur Last Graduation. Il fait une de mes chansons préférées d'Alicia Keys, White Horses. Et pour finir, pour le plaisir, on le retrouve sur la très belle balade de Natasha Bedingfield en background sur Say It Again. J'adore cette chanson. Du coup, à la fin de l'année 2010, une identité musicale a été construite. Le groupe a un succès critique évident qui touche au-delà de la sphère pop rock. Ils ont vendu 10 millions d'exemplaires avec une image très calme, très lisse. Le monde est censé leur appartenir au moment de la transition pour le second album. Oh yeah! Oh yeah! Quand ils reviennent en 2007, ils ont subi une sorte de Destiny Childery. Le batteur Ryan a été remplacé par un nouveau batteur qui s'appelle Matt. Autrement, la formation se rafraîchit un peu et les visuels sont un peu plus clinquants, un peu moins moroses pour faire un peu plus moderne. Et au niveau du son, It Won't Be Soon Before Long est dans la mouvance du premier sans totalement y ressembler. C'est-à-dire que sur le premier, je vous ai expliqué, c'était une sorte de blender, une sorte de tacos. Là, on voit que ils ont essayé de faire plusieurs genres différents que de réussir à les réunir effectivement comme ça sonnait sur le premier. Le premier single, Makes Me Wonder, c'est clairement soul, un peu même disco sur certains endroits et ça reste l'une de mes préférées de si ce n'est ma préférée. Et dans le même album, vous avez des titres comme Won't Go Home Without You qui sont totalement pop rock. Globalement, il y a moins cette cohésion sonore sur ce disque-là, même si ça revient sur des chansons comme Wake Up Call, sur lequel Mary J. Blige va d'ailleurs poser, et sur un autre titre beaucoup plus R&Bisé, avec des influences un peu électro, If I Ever Saw Your Face Again, qui était d'ailleurs destiné à être un duo avec Janet Jackson. Ils vont faire appel à Rihanna quand le label de Janet Jackson l'a refusé. C'est-à-dire que sur It Won't Soon Before Long, il y a du changement. Mais l'identité sonore reste la même et surtout les gars écrivent et composent quasiment encore tous les titres ensemble. C'est encore une affaire de groupe et même si ça marche moins bien que leur premier album, ils vont quand même se retrouver avec 6 millions d'exemplaires, ce qui est un très bon chiffre pour les groupes des années 2000 qui avaient eu du mal justement à faire cette transition après 2005 et logiquement dans cette ère où il va commencer à y avoir de plus en plus de dance music, ils vont avoir envie de se maintenir et de continuer à compter dans le game. L'idée du troisième album de Maroon 5 qui va arriver en 2010 est donc beaucoup plus rapidement que le second parce qu'aussi ils comprennent que dans cette période il faut enchaîner les albums sinon le public risque de t'oublier est génial. C'est-à-dire que c'est une idée extraordinaire. Ils vont chercher l'un des meilleurs producteurs pour moi de l'histoire de la musique, à savoir Newt
Robert Lange, l'ex-mari de Shania Twain pour certains, qui a produit quelques-uns des albums les plus exceptionnels de l'histoire de la musique, mais surtout en fait, il y a une idéologie chez ce monsieur-là. Il est capable, si tu lui dis par exemple, je vais faire un album pop, mais mon axe pop, ce sera le jazz, il est capable de te faire un album pop avec l'axe de jazz qui va réunir plein d'influences allant du rock à la soul au R&B pour te faire cet album jazz. Immense culture musicale, extrême finesse. Donc de fait, quand il se met avec les Maroon 5, à l'époque je m'étais d'autant plus intéressé parce que j'avais vu son nom passer et le résultat va un peu me surprendre. Parce qu'effectivement, c'est ce que les Maroon 5 vont lui demander, ils vont lui dire on veut faire des albums beaucoup plus pop. Chose qui était aussi tout à fait compréhensible. Et pour certains, quand je me plains des zones de Flowery, ils croient que c'est une détestation simplement de la pop dance. Non, c'est parce qu'en fait, dans cette période précise-là, la manière dont ces chansons sont faites, la manière dont elles sont structurées, avec les onomatopées et les beats hyper répétitifs là, ça fait que pour lutter contre ça sur tout l'échiquier musical, tout le monde qui veut avoir un succès doit aller au plus simple parce qu'ils se rendent bien compte que les gens écoutent déjà des trucs extrêmement simples, extrêmement teubés pour rester poli avec vous et avec tonton Guetta. En fait, pour pouvoir faire face à ça, tout doit se lisser et c'est exactement pour ça que cette réunion qui était attendue, incroyable, a semblé au final un peu décevante parce que effectivement ils vont commencer à faire des titres très poppy, très format radio avec des petites influences soulful par-ci par-là qui étaient de moins en moins dans la lignée de leurs premiers albums comme sur le premier single Misery. Cet album pour moi c'est comme quelqu'un dans un costume trop serré, c'est-à-dire que quand je l'écoute j'ai envie de souffler dessus pour qu'il s'ouvre et qu'il s'exprime parce que finalement ils ont essayé d'enfermer plusieurs petites influences dans un costume tellement cintré, dans un costume tellement 2010 que ça a donné un truc hyper pâle, quelque chose à mi-chemin entre plein de choses et finalement qui n'a pas plu aux fans même s'il y a des chansons un peu sympathiques comme celle-ci. Et l'album est donc une déception au niveau des ventes. D'ailleurs, quand ils vont atteindre les 500 000 exemplaires, ils font une interview chez Billboard en disant qu'ils sont clairement déçus et qu'ils vont certainement se dépêcher d'enregistrer un autre album. À ce moment-là aussi, Adam Levine arrive chez The Voice et il commence de plus en plus à être vu. D'ailleurs, dans les visuels du clip de cet album-là, on voit moins les autres membres. On commence de plus en plus à voir Adam Levine. Et au niveau de la critique, c'est mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'à la fois, on a vu cette transition pop pas assumée, mais comme il y a encore un peu des essais de leur univers, de leur manière d'écrire, qu'ils soient encore en train de jouer des instruments derrière, ils sont encore unis, ils ne sont pas totalement assommés par la critique qui attend donc fatalement la suite. Comment un groupe pop rock des années 2000 qui avait une identité peut réussir à faire la transition des années 2010 en gardant cette identité et un succès critique? Est-ce réellement possible? La question a été posée et c'est un Adam Levine sortant d'un épisode de Prison Break qui va y répondre. I swear I'll behave. Move Like Jagger, qui va arriver un peu par surprise en 2011, va être un raz-de-marée. Je ne représente plus la chanson. Elle a inspiré tellement d'autres tubes, y compris en France, à savoir donc Et alors de Shine. À la question posée de savoir comment un groupe pop rock des années 2000 réussit à faire la transition des années 2010 en gardant son identité, Adam Levine répond en disant « Moi je vais devant et après on va voir ». Le titre mélange donc les influences dance électro qui se faisaient à l'époque, un peu le disco, avec en plus, comme on est dans cette époque-là, une gimmick qui revient en boucle toute la chanson, c'est-à-dire que ça vous entête, et bien sûr le fameux Move Like Jagger, le petit mouvement qui va prendre d'assaut toute la planète, qui va aussi montrer le nouveau Adam Levine avec ses petits tatouages, comme s'il était en train de se battre avec T-Bag au Panama. Move Like Jagger pour moi est le premier succès solo d'Adam Levine, parce que c'est la première fois que tous les autres membres du groupe ne sont pas interpellés à aucun endroit sur une chanson de la formation. C'est Adam Levine qui se dit on peut pas rester comme ça, on peut pas continuer de flopper, donc il faut absolument qu'on se renouvelle. Il va voir des gros producteurs du moment, à savoir Benny Blanco et Shellback, et il leur dit je veux travailler avec vous pour un single efficace. Cette chanson-là sort, elle cartonne, et les autres membres du groupe ne sont absolument pas impliqués dans la conception même de ce titre-là. It's different for us because we've never released a song like that.
But it's exciting to do something different, do something new. I'm just happy that everyone likes it. Et en plus, comme Adam et à The Voice, il continue de se starifier et avoir de plus en plus d'impact sur le mainstream. Et ce qui avait commencé sur l'album Hands All Over Me, où on commençait de le voir de plus en plus et à moins voir le groupe comme au début, va s'accentuer à ce moment précis. Et surtout quand ils vont sortir donc leur 4e album, Overexposed, qui était lancé avec un single en compagnie de Wiz Khalifa, Payphone. Il y a une interview d'Adam Levine pour Rolling Stone lors de la promo de cet album qui résume très bien la chose. Il va dire que cet album c'est une sorte de vieil album disco et qu'il a une relation particulière avec l'album. Je l'aime et je le déteste en même temps. Mais globalement, je l'aime quand même. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, quand vous écoutez Payphone, c'est une chanson pop urbaine en fait. Ce n'est absolument pas un titre pop rock. Alors c'est caché parce que des fois, il y a une guitare qui passe par là. Mais en réalité, le phrasé même, c'est un phrasé hip-hop en fait. La manière dont il dépose son phrasé, c'est un phrasé totalement hip-hop. Ça n'a plus rien à voir quasiment avec l'univers des débuts. Et ça continue tout le long du disque en fait. One More Night est une espèce de son aux influences reggae un peu bizarres, mais très très cintré radio. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, et depuis les débuts, je vous mets des extraits pour que vous écoutiez bien, il va commencer à y apparaître chez eux les espèces d'onomatopées qui font maintenant leur grande force, à savoir les ho-ho, ha-ha, qu'on va retrouver partout dans les chansons, parce que ça engage très facilement l'auditeur, ça se retient très vite, et sur Daylight, vous les avez. L'album va être bourré de ho-ho, ha-ha, nana, les trucs que même un bébé de 3 ans va répéter. Il va y avoir à ce moment-là un nouveau membre qui s'appelle PJ Morton et que certains connaissent très bien. Il va intégrer le groupe en tant que pianiste et la critique va être particulièrement assassine avec l'album parce que d'une part, effectivement, on a tous ces titres très électro, très pop, très mélangés, marketés pour la radio et qui effectivement, maintenant que Adam Levine a une nouvelle image et la vend très bien, c'est là qu'on le voit dans les clips en bad boy, il est blessé, c'est-à-dire qu'il se starifie véritablement pour devenir la pop star du groupe. Ça marche très très bien avec ce son qui est totalement calqué sur les radios, mais de l'autre côté, l'identité même de la formation meurt parce que la majeure partie des chansons de l'album ont été faites par Adam Levine avec des producteurs pop populaires et de l'autre côté on ne retrouve que 5 chansons avec ses anciens membres de groupe qui elles aussi ne reflètent plus vraiment l'univers de la formation. On est véritablement à ce moment-là dans un groupe pop ciselé pour les radios et en plus un détail que je vous ai fait remarquer depuis le départ, la voix d'Adam Levine commence à totalement changer. On a cette espèce de truc super auto-tuné qui va devenir sa marque de fabrique. Et quand Overexposed va atteindre les 2 millions de ventes dans le monde, ça va signer plutôt clairement la fin de Maroon 5. Ne commencez pas à m'attaquer, à me toiser si vous aimez leurs chansons super radio. Mais en groupe, comme je vous l'ai expliqué au début, on se réunit dans la maison de Cara, on fait des incantations avec sa guitare pour qu'elle nous aime. Et on écrit donc des chansons autour d'elle afin que ça soit écouté peut-être par elle ou pas d'ailleurs. Mais c'est ça l'idée du groupe pop rock qui était principalement porté par eux au début. Quand on arrive en 2014 et que maintenant Adam Levine va avec d'autres paroliers songwriters faire des chansons et ramène ça pour que certaines fois quelqu'un mette une guitare par ici ou alors un piano par là-bas, en fait ça devient une carrière solo déguisée dans un groupe. Et pour moi c'est exactement ce qui se passe depuis 2014, à savoir que Adam Levine a pris le lead et il a inséré chez Maroon 5 une sorte de calcul radiophonique extrêmement ciblé. Quand vous écoutez les singles de cet album-là, c'est très radiophonique certes, comme Maps. Vous voyez là, on ne sait pas si c'est électro, si c'est pop, si c'est soul. C'est une sorte de mixture et après il y a les youhou pour que l'auditeur puisse retenir. Il va établir cette formule-là qu'on va aussi retrouver sur un titre beaucoup plus pop rock comme Animal. Et parfois, par moment, peut-être même par surprise, on retrouve un peu l'esprit du groupe du début sur des chansons comme Sugar qui va cartonner en 2015. Il
il est hyper présent dans les clips. Si vous découvrez les Maroon 5 à cette période-là, vous pouvez penser qu'il s'appelle Maroon 5 parce qu'au début, on a encore l'imagerie de groupe. En 2010-2015, il détruit tout ça. Et à mesure que donc, il réussit plus ou moins à maintenir le succès de la brand Maroon 5 parce qu'ils font encore 1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis en 2015, en fait, il devient la hantise des critiques, la hantise des fans de pop rock, parce que clairement c'est un vendu. Quand vous lisez les articles sur eux, ils se font absolument massacrer. Mais comme il y avait du tube derrière, eux ils continuaient d'avancer, à savoir que prendre la tendance du moment, essayer de faire une sorte de mixture avec plusieurs éléments très radiophoniques et pas mal d'onomatopées. Et quand la tendance électro va finir et qu'on va passer au hip-hop, certains vont se dire que c'était enfin la fin pour eux. Et c'est là qu'encore une fois, Adam va les surprendre. Red Pill Blues est l'apogée du système Maroon 5 de la décennie 2020. C'est-à-dire que la trappe explose et pour un groupe pop rock qui déjà s'était laissé dans la pop à ce point, on aurait pu se dire que c'était difficile. Mais là, il va encore réussir à adapter une formule pour pouvoir rester dans le format radio populaire. On le voit par exemple sur le single Don't Wanna Know. On retrouve toujours à chaque fois des espèces d'onomatopées que tout le monde peut répéter. Oh, oh, oh. Là, c'était no. Ce truc un peu lobotomisant qui passe un peu bien, mais que vous retenez que ça passe à la radio. Sur Cold avec Future, qui était d'ailleurs une chanson que rien n'aurait pu poser, on a le oh yeah qui revient à chaque fois. De la même façon, toujours inséré de façon un peu insigneuse, mais efficace pour l'auditeur. Pareil sur le troisième single What Lovers Do avec SZA, vous retrouvez exactement ce genre de même formule. Tous ces titres-là vont être de gros hits parce qu'ils vont réussir dans l'ère de la trappe à la fondre dans une sorte de pop qui va cartonner auprès de leur public familial. Et bien sûr, l'immense succès de cette ère-là va être Girls Like You avec Cardi B, où on retrouve encore une fois un gimmick extrêmement efficace. Les critiques de cet album vont être un peu meilleures que le précédent, mais encore une fois, ils vont se faire défoncer par la presse américaine. Et c'est pas tant le fait qu'en gros, ils aient de gros tubes. C'est parce que cette espèce de pop un peu abrutissante qui fonctionne bien en fait, c'est facile, ça passe à la radio, vous avez envie de réécouter, mais qui est un peu abrutissante, est totalement méprisée de façon générale par les critiques, mais encore plus quand ça vient d'un groupe qui à la base est un groupe de pop rock. Parce que des fois, quand je parle du fait que le public hip-hop est assez conservateur, je vois certains dans les commentaires écrire mais pourquoi, comment est-ce qu'ils sont autant méchants, alors qu'en réalité, si on parle du public rock, il n'y a rien de plus conservateur que les publics rock et country en fait. Mais en fait, c'est un acquis pour tout le monde qu'en réalité, ils ont le droit d'être conservateurs, ce que je ne leur nie pas d'ailleurs, je les encourage, mais ils vont avoir un mépris absolument abominable pour Maroon 5. Et un jour, dans une interview pour Variety, on va lui demander en gros ce qu'il fait comme musique. En fait, on va lui demander, mais en fait, est-ce que finalement tu fais du rock, de la pop, de la musique urbaine? On ne comprend plus. Et là, il va répondre, la chose unique avec notre groupe, c'est qu'on a toujours regardé du côté du R&B, du hip-hop, de notre premier album, ce que je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à nos jours, ce qui n'était plus tout à fait vrai. La musique rock n'est absolument nulle part en ce moment. Si elle est quelque part, je ne pense pas qu'on m'a invité à la fête. Toutes les choses incroyables en ce moment se font du côté de la musique hip-hop. Vous imaginez le tollé que ça a créé pour les fans de rock et les artistes rock en fait. Non seulement déjà ils auraient pu avoir un problème avec le fait qu'un groupe pop rock glorifie le hip-hop par rapport à eux, mais en plus là, c'est pas simplement le fait qu'ils glorifient ça. Pour eux, les Maroon 5 artistiquement à ce moment précis, c'est la pire chose dans la musique. Ils préféraient Britney Spears parce que c'est exactement le même schéma. Donc le fait que ce genre d'artistes les attaquent a fait un tollé. Et tout ça est à replacer dans le contexte selon lequel Adam Levine, ne faut pas l'oublier, lui-même vient de l'école pop rock indé, très critique des pop stars mainstream. Et chez lui, par exemple, Lady Gaga fut sa bête noire. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'elle était une copieuse de concepts, qu'elle n'inventait rien, qu'elle reprenait plusieurs choses qui étaient déjà faites chez les vieux pour les revendre à la jeunesse. On peut penser que c'est vrai, mais en tout cas, il était très critique de cette façon de travailler la pop sans grandes ambitions musicales. Mais au final, c'est ce qu'il a fini par devenir, voire pire.
Mais à ce moment précis, Adam a encore le vent en poupe, surtout qu'il prépare son Super Bowl que tout le monde lui demande de ne pas faire. Il y a même une pétition parce que Rihanna a refusé, Cardi B a refusé. Nous sommes encore dans cet écosystème où les artistes boycottaient le Super Bowl en soutien de Colin Kaepernick. Mais il décide d'y aller quand même pour la concrétisation de toutes ces années de lobotomisage radio. Et malheureusement, ça va mal se passer. Alors, au-delà de la polémique autour de Colin Kaepernick et le fait qu'il ait plus ou moins trahi cette cause, et le fait aussi qu'on lui ait reproché d'être torse nu pour afficher son corps de Prison Breaker, alors que Janet Jackson, elle, avait été trucidée par rapport à ça, la réalité est que c'était la pire décision qu'il aurait pu prendre à ce moment précis de leur carrière. Parce que le show était objectivement l'un des pires Super Bowl de toute l'histoire du Super Bowl. Ils étaient objectivement pas à la hauteur. On peut les aimer, ne pas leur vouloir du mal, oui, mais ce jour-là, ils n'étaient pas à la hauteur. Il était complètement perdu sur scène. Il chantait horriblement faux. Et d'un coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à tous ses détracteurs le bâton pour se faire battre. Bien sûr qu'avant, on l'attaquait par-ci, par-là, mais c'est de la pop radiophonique. La ménagère ou le petit garçon, il écoute ça tranquille, ça ne lui fait pas de mal. Mais là, d'un coup, la critique artistique fut extrêmement violente. Tout de suite après, sur la tournée qui a suivi, on a vu que pour la première fois depuis le début de leur carrière, ils avaient du mal à remplir toutes leurs salles aux États-Unis. Ce qui veut dire que là, d'un coup, non seulement leur image était atteinte, mais on avait aussi atteint à leur crédibilité. Et quand ils vont revenir en 2021 avec l'album d'après, qui s'appelait donc Georgie, ça va se manifester de façon physique dans les ventes de leur album au début, parce que tous les derniers dans la décennie 2010, ils avaient vendu à chaque fois plus de 100 000 exemplaires en première semaine, et là d'un coup, pour la première fois de leur carrière, ils vont faire moins de 30 000 exemplaires. La crédibilité, leur socle de fans là, même l'affection de la ménagère va totalement disparaître. Mais, et c'est là que c'est hyper intéressant, dans cet album où ils avaient encore réuni tout ce qui pouvait leur permettre de streamer dans le milieu hip-hop, à savoir Megan Thee Stallion, Nipsey Hussle, Juicy WRLD, en fait l'album c'est une sorte de Red Pill Blues bis. Ils se sont dit on va refaire un autre album trap pop dans ce genre là et on va voir ce que ça donne. Oui, ils ont quand même eu des succès singles avec des titres comme Memories ou encore Beautiful Mistake, et c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que si vous avez écouté certains titres de cette vidéo que vous ne connaissiez pas, je suis sûr que même si vous ne les connaissiez pas, vous avez déjà eu l'impression de les connaître. Ils se sont tellement bien adaptés au format radiophonique qu'ils sont devenus la radio en fait. C'est-à-dire que leur musique est tellement calquée sur le format radio que finalement écouter Maroon 5 c'est comme écouter la radio aujourd'hui. C'est aussi pour ça que même si effectivement ils ont perdu leur socle et que peut-être que il va y avoir un petit bad buzz autour de Adam Levine là, s'il n'y a pas d'accusation de viol bien sûr, si ce n'est que des espèces de tromperies. J'ai d'ailleurs l'impression que les gens veulent en faire plus au niveau de l'image que ça n'est en fait. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que c'est bien de tromper sa femme, mais j'ai pas l'impression que ça prenne aussi bien qu'on veut le faire croire autour de l'image d'Adam Levine, et je pense d'ailleurs que s'ils rejouent bien leur carte, ils peuvent encore avoir d'autres tubes, parce qu'en réalité dans l'expression qu'ils ont faite au cours des 10-15 dernières années, ils sont devenus la radio. Il y a tellement d'autres tubes qui se sont adaptés sur leur manière de faire des tubes que même si on ne les aime pas de ouf, même si la critique continue de les assassiner, si vous regardez les notes de leur dernier album Georgie, c'est limite amusant, les critiques sont horribles avec eux, aucune critique ne leur est épargnée, et tout ça donc selon moi est dû à cette transition plutôt finement faite entre la fin de Maroon 5 et la carrière solo d'Adam Levine. Et on peut tout me dire, d'ailleurs là on arrive à la fin de la vidéo, donc vous allez pouvoir me donner vos avis sur mon analyse de leur carrière, vous allez pouvoir me donner les vôtres, mais pour moi ce n'est plus un groupe. La preuve est que PJ Morton, qui fait partie des Maroon 5 depuis 2012, a gagné plusieurs Grammy en solo, il a produit des chansons pour plein d'autres artistes, et c'est un excellent songwriter. Mais à aucun moment, sur aucun album de Maroon 5, vous vous dites « Ah, j'ai entendu la touche de PJ Morton quelque part », parce que tout est fait pour effectivement que ça donne l'impression de rester cette espèce de groupe un peu qui a traversé le temps, mais au niveau du son ce n'est plus du tout ça, et c'est aussi peut-être ce qui leur a permis de survivre, parce que d'autres personnes diront avec raison que s'ils avaient gardé le son de leur début, ils seraient morts. Plein d'autres groupes pop rock, notamment
notamment Coldplay, ont essayé depuis 2014 d'aussi avoir à la pente beaucoup plus pop. Et ils n'ont pas réussi, donc ce qu'ils ont fait n'est pas facile. Et que si Adam Levine avait quitté Maroon 5 pour se lancer dans une carrière solo directement, ça n'aurait peut-être pas réussi. Donc cette espèce de truc là, c'est peut-être le parfait compromis. Ça marche et ça a encore selon moi quelques belles années parce qu'encore une fois, ils peuvent avoir un tube radio sans que quiconque s'occupe de leur gueule. Tellement ils sont imprégnés et tellement leurs chiffres de streaming sont gros. Ce qui fait que les majors et les radios ont une grosse confiance en eux. Et donc, du coup, que pensez-vous donc de la carrière de Maroon 5? Est-ce que vous comprenez ce succès qui est plutôt difficile vu que il est très critiqué? Ils n'ont pas forcément le respect de leur père en termes de musiciens, même si effectivement toutes les autres grosses pop stars travaillent avec eux. Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui adoraient le premier album ou alors les 3 premiers albums et qui ont cessé d'écouter dès que Maroon 5 est fini? Est-ce que vous êtes plutôt à l'inverse de ceux qui aiment bien leur petite pop un peu facile? Moi, je pense que vous l'aurez compris, avec le temps, c'est devenu quasiment physique. C'est-à-dire que comme je sais exactement ce qu'ils font et que j'ai l'impression qu'ils refont la même chanson, sur Overexposed encore, je trouvais que c'était pas mal. Mais depuis, je pense que quand j'en écoute une, je peux m'arracher les cheveux. Et pourtant, je comprends ce qu'il veut faire et je comprends exactement pourquoi ça marche auprès de ce public-là, en fait. Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui les défendaient en disant que bon, toute musique se vaut et la musique c'est fait pour s'amuser et donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et tant qu'ils se sont maintenus et tant qu'ils ont réussi à toucher autant de gens, même s'ils ont perdu leur crédibilité, leur base fan, ce n'est pas très grave. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, du personnage d'Adam Levine qui a aussi réussi à s'extirper et faire quelque chose pour moi d'exceptionnel. Même Beyoncé n'avait pas réussi à faire carrière solo en étant dans un groupe. Dites-moi ce que vous pensez de cette formule-là. Quelle est votre chanson préférée de Maroon 5 si vous en avez une? Et bien sûr, donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo.